Comment est-ce qu'un esprit se construit? C'est une question immense, l'un des plus grands mystères qui existent. Et aujourd'hui, on va essayer de percer quelques-uns de ces secrets. C'est une question fascinante quand on y pense, non? Ce voyage depuis le néant jusqu'à la pensée la plus complexe, c'est peut-être l'une des transformations les plus folles de la nature. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toute une science qui se consacre à comprendre ce processus. Alors allons-y, plongeons dedans. Cette science de l'apprentissage, en fait, ce n'est pas une seule chose. C'est plutôt un carrefour, un point de rencontre super intéressant entre deux grands domaines. Et ce domaine, ça porte un nom, la psychopédagogie. L'idée de base, elle est simple, mais en même temps, elle est révolutionnaire. Pour bien enseigner, il faut d'abord comprendre comment le cerveau, comment l'esprit fonctionne. C'est vraiment ce pont entre la psychologie et l'art d'enseigner. Ok, alors concrètement, comment un esprit fabrique de la connaissance? Il y a un grand nom qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Jean Piaget. Et il nous a donné, disons, 2 outils de base. Voyons un peu comment ça marche. Piaget nous parle de 2 mécanismes, et c'est d'une simplicité assez géniale. D'abord, il y a ce qu'il appelle l'assimilation. Imaginez une boîte à jouets. L'assimilation, c'est quand on a un nouveau jouet et hop, on le met dans la boîte existante. Ça rentre, pas de problème. Mais parfois, le jouet ne rentre pas. Il est trop gros, trop bizarre. C'est là qu'intervient l'accommodation. On doit modifier la boîte, voire en construire une nouvelle. On change notre structure mentale pour faire de la place à la nouveauté. Donc pour résumer, l'assimilation, c'est prendre ce qui vient de l'extérieur et le faire rentrer dans nos cases. L'accommodation, c'est changer nos cases pour s'adapter à ce qui vient de l'extérieur. Et c'est cette espèce de danse permanente entre les deux qui nous permet d'apprendre, de nous adapter. C'est un équilibre constant que Piaget d'ailleurs appelle l'équilibration. Bon, maintenant qu'on a les outils de base, on peut suivre le chemin. Parce que Piaget, il n'a pas fait que ça. Il a carrément dessiné une carte du développement de l'intelligence avec de grandes étapes que chaque enfant traverse. Et voilà la carte en question. 4 grandes étapes. On part de l'interaction purement physique avec le monde pour arriver à la pensée abstraite, la plus complexe qui soit. Allez, on regarde ça de plus près. Alors tout commence là, dans le concret, le physique. Pour un tout petit bébé, penser, c'est agir. C'est bouger. Son intelligence, elle est dans ses mains, dans sa bouche, dans ses sens. Pendant cette toute première phase, le bébé organise son monde, en créant ce que Piaget appelle des schèmes. En gros, ce sont des plans d'action. Par exemple, il prend un hochet, il le secoue, ça fait du bruit. Hop, il a créé le schème, secoué pour avoir un son. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il comprend une chose absolument fondamentale, un objet qui disparaît de sa vue n'a pas cessé d'exister pour autant. C'est la fameuse permanence de l'objet. On avance. 2e étape. Et là, c'est un peu comme un tour de magie. L'enfant découvre un pouvoir incroyable. Une chose peut en représenter une autre. Et cette phrase, elle est parfaite pour illustrer ça. Une branche d'arbre devient un cheval. C'est l'explosion du jeu symbolique. Le monde devient une immense scène de théâtre pour l'imagination. C'est à ce moment que le langage explose, que le dessin apparaît, que l'enfant imite tout ce qu'il voit. Il peut penser à des choses qui ne sont pas physiquement là. Mais, il y a un mais. Sa pensée est encore très centrée sur lui-même. C'est ce que Piaget appelle l'égocentrisme. C'est très difficile pour lui de se mettre à la place d'un autre, de comprendre qu'il existe d'autres points de vue que le sien. Le voyage continue. L'esprit de l'enfant va maintenant passer un cap. Il va commencer à s'organiser, à devenir plus logique. On se prépare pour le grand saut vers l'abstraction. Et là, c'est un vrai tournant. La pensée devient logique. L'enfant peut faire des raisonnements. Mais attention, et ça c'est le point clé, il ne peut le faire que sur des choses concrètes. Des choses qu'il peut voir, toucher, manipuler. C'est l'âge où il comprend la fameuse expérience du verre d'eau. Si on verse l'eau d'un verre large dans un verre tout fin, même si le niveau monte, il y a toujours la même quantité d'eau. Il peut aussi classer ses jouets du plus petit au plus grand sans se tromper. Sa logique est là, elle est bien réelle, mais elle a besoin d'un support, de cet ancrage dans le concret. Et nous voilà à la dernière grande étape. C'est là que l'esprit se libère. Il brise les chaînes du concret. La pensée peut enfin s'aventurer dans des mondes qui n'existent que dans la tête. La vraie révolution ici, c'est qu'on passe du réel au possible. L'adolescent peut manipuler des idées, des hypothèses. Il peut raisonner sur des si, même sur des choses auxquelles il ne croit pas. C'est l'âge où on refait le monde, où on débat de justice, de moralité. C'est la naissance de la pensée scientifique, philosophique, la pensée hypothético-déductive. Ok, c'est bien beau tout ça, c'est une théorie super intéressante, mais concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi c'est si important de connaître ces étapes, que l'on soit parent ou enseignant? Prenons un exemple, un cas d'école tiré des documents. Imaginez un enseignant, sûrement plein de bonnes intentions, qui donne ce texte à une classe de CP, des enfants de 6 ans.
Alors pourquoi c'est impossible pour un enfant de 6 ans de comprendre ça? Eh bien la réponse, elle est dans tout ce qu'on vient de dire. Des mots comme phénomène, dépravation, valeur, ce sont des concepts 100% abstraits. Un enfant de cet âge, il est encore dans le monde du concret. Il a besoin de s'accrocher à des objets, à des images, à des situations qu'il connaît. Ce genre de texte, c'est juste inaccessible pour son cerveau à ce stade. Et ça nous amène au cœur du problème, à la conclusion la plus forte. Cette citation le dit parfaitement. Agir en pédagogie sans connaître la psychologie de l'enfant, c'est avancer à l'aveugle. C'est essayer de planter une graine dans du béton. C'est inefficace. Le message à retenir, c'est celui-là. On ne peut pas brûler les étapes. Un enseignement efficace doit être synchronisé avec le niveau de développement de l'esprit. Le but, ce n'est pas de remplir un seau, mais plutôt d'allumer un feu. Il faut guider l'esprit dans sa construction naturelle, brique après brique. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour finir. Imaginez une seconde. Imaginez un système éducatif entièrement construit sur ces étapes naturelles, où chaque leçon, chaque exercice serait parfaitement adapté au stade de développement de l'enfant. Quel potentiel incroyable on pourrait libérer. C'est une pensée qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde un peu.